Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des émotions. Aujourd'hui on va parler d'un genre de film avec lequel je suis assez peu familier pour être tout à fait honnête. Il s'agit du documentaire, j'en ai vu vraiment très peu, au point qu'ils doivent pouvoir se compter sur les doigts d'une main. Ceux dont je me souviens sont Traduction audiovisuelle de l'ombre à la lumière, un documentaire qui parle de traduction audiovisuelle, ne me remerciez pas, et qui est disponible en intégralité sur YouTube, vous trouverez le lien dans la description. Ensuite, Some Kind of Monster, qui suit les membres du groupe Metallica pendant et après l'enregistrement de leur 8ème album, Saint Anger. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment que vous aimiez bien le groupe ou non. Et enfin, What We Do in the Shadows et Popstar Never Stop Never Stopping. Ok, je l'avoue, j'ai un peu triché pour les deux derniers, puisque ce sont des mockumentaires. Ça veut dire qu'ils sont tournés et montés à la façon de documentaires, sauf que rien de ce qui est montré n'est vrai. Ce sont de pures œuvres de fiction. Mais j'avais très envie de vous en parler, et ça semblait être le bon moment pour le faire. Dans What We Do in the Shadows, on est plongé dans l'intimité d'un petit groupe de vampires qui vit en colocation, et c'est à mourir de rire. D'ailleurs, c'est coécrit et co-réalisé par Taika Waititi, qui nous a depuis servi Thor Ragnarok. Et, attention, vous allez pouvoir mettre une croix sur votre calendrier parce que ça arrivera pas souvent, je vous recommande de le regarder en VF, parce que la version française est tout simplement géniale, étant donné que le casting vocal se compose notamment de Fred Testo, Bruno Salomon et Alexandre Astier, et que les dialogues français ont été écrits par Nicolas et Bruno, les gars qui sont derrière ça. C'était vraiment très intéressant. Donc ouais, franchement, l'AVF vaut son pesant de cacahuètes. Popstar Never Stop Never Stopping, quant à lui, nous fait suivre une star de la pop débile à souhait, à mi-chemin entre Justin Bieber et Kanye West pendant une tournée. Et je vous le recommande très chaudement, surtout si vous aimez The Lonely Island et l'humour un peu gras et débile qu'on peut retrouver par exemple dans le Saturday Night Live. Et en plus, il y a plein de personnalités du monde de la musique qui y jouent leur propre rôle, d'A$AP Rocky à Michael Bolton en passant par Ringo Starr. Mais on me souffle dans l'oreillette que je suis en train de digresser, donc on va en revenir à nos moutons. Et donc vous l'aurez compris, le documentaire a toujours été un genre qui ne m'a pas attiré plus que ça, et j'ai jamais trop su dire pourquoi. Mais du coup, si vous avez des suggestions, je suis preneur. Vous pouvez me les donner dans les commentaires de la vidéo. Cela dit, et je sais que c'est très paradoxal, l'un de mes films préférés est un documentaire. Et c'est justement de ce film qu'on va parler dans cet épisode. On va parler d'Indie Game The Movie, réalisé par James Swirsky et Lisanne Pajot, et sorti sur le net en 2012. Comme son nom l'indique, le thème principal de ce documentaire est le jeu vidéo indépendant. Ainsi, on va suivre 4 personnes qui ont laissé une trace indélébile dans le monde du jeu vidéo indépendant et même du jeu vidéo de manière générale, et ce à différentes étapes du développement de leurs jeux respectifs. Ces 4 personnes sont Jonathan Blow, à qui l'on doit Braid, sorti en 2008, qui est considéré par beaucoup comme le jeu qui a démocratisé le jeu vidéo indépendant, Phil Fish, de son vrai nom Philippe Poisson, que l'on suit lors du développement de son jeu Fez, et enfin Edmund Macmillan et Tommy Refenes, que les réalisateurs ont accompagné pendant les 7 mois précédant la sortie de leur jeu Super Meat Boy. Si vous êtes un minimum familier avec le monde du jeu vidéo, il y a de fortes chances que vous connaissiez ces 3 jeux, et si ce n'est pas le cas, c'est simple, jouez-y le plus vite possible. Ce sont, chacun à leur propre manière, de véritables chefs-d'œuvre. Bref, le film se concentre surtout sur Phil, Edmund et Tommy. En effet, étant donné que Braid était déjà sorti depuis plusieurs années au moment où le documentaire a été tourné, Jonathan y tient plus un rôle de consultant qui parle de son expérience pendant et après le développement de son jeu. Et donc on commence par nous présenter tout ce beau monde comme de simples créateurs qui ont eu envie de développer leur propre jeu vidéo. On nous présente rapidement leurs projets, leur vie, leur caractère, etc. sans trop rentrer dans les détails. C'est le premier acte du film. D'ailleurs, petite parenthèse, certes Indie Game The Movie est un documentaire, et en principe un documentaire est censé montrer le réel. Cela dit, un documentaire n'en reste pas moins une œuvre cinématographique avec une narration. Et là, en l'occurrence, on peut remarquer une structure narrative qui se dessine assez clairement, avec 3 actes comme pour la majorité des films. Et donc la scène sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui est, pour moi, celle qui fait la transition entre le premier et le deuxième acte. Il s'agit d'une interview de Phil qui explique le parcours difficile auquel il a dû faire face les années précédentes. Premièrement, on a diagnostiqué une leucémie à son père et il avait une chance sur 2 de s'en sortir. Il a finalement survécu grâce à un traitement expérimental. Suite à ça, ses parents ont divorcé. Sa petite amie l'a ensuite quitté et ce fut au tour de son associé de claquer la porte de l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble, à la suite de quoi il perdit son financement. Phil explique alors, concrètement, que Fez est tout ce qui lui reste. Regardez. And it's not just a game, like I'm so closely attached to it. It's me, like it's my ego. My perception of myself is at risk. This is my identity. It's Fez. I'm Guy making Fez. On comprend donc clairement que l'aboutissement de ce projet est essentiel pour Phil. Fez, c'est sa vie, tout simplement, dans le sens le plus littéral du terme. What would happen to you personally if you couldn't finish the game? I would kill myself. I'm dead, I will kill myself. That's what that's like my incentive to finish it, is then I get to not kill myself.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, la première fois que j'ai vu le film, ces quelques mots m'ont retourné les entrailles. J'ai dû le mettre en pause pour me remettre de ce que je venais d'entendre. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je le revois, je suis pas bien après ce passage. En fait, il y a une telle simplicité dans cette séquence, c'en est presque choquant. Il n'y a plus de musique, on a un plan tout simple, sans fioritures, et Phil répond à la question comme si on lui demandait ce qu'il avait mangé ce midi. Il n'y a même pas ne serait-ce qu'une once de tristesse dans sa voix. Rien. Et donc je pense que la transition entre le premier et le deuxième acte du film se fait à ce moment précis, parce qu'avant cette scène, les protagonistes nous sont simplement présentés comme des passionnés qui se vouent corps et âme à leur passion. Mais à partir de ce moment précis, on comprend que leur amour du jeu vidéo va bien au-delà de la passion. Alors évidemment chacun d'eux voit ça d'une manière différente. Edmund par exemple nous dit très clairement que si Super Meat Boy sort, il sera bien évidemment très heureux et verra ça comme l'un des plus gros accomplissements de sa vie, mais qu'il se remettra aussi rapidement à créer. Et on nous dit de Tommy qu'il considère qu'il pourra mourir tranquille s'il arrive à finir Super Meat Boy. Donc ces deux-là prennent leur travail très à cœur. Mais ce n'est rien comparé à Phil. Phil, lui, vit pour sa création. Et en fait, je pense que si j'avais découvert le film plus tôt, cette scène ne m'aurait pas autant marqué, parce qu'il faut savoir que j'avais joué à FaZe avant de voir Indie Game The Movie, et donc forcément, en le regardant, je savais d'avance que le jeu allait sortir, donc ça m'a un peu niqué le suspense. Mais j'étais aussi au courant du traitement dont Phil avait fait les frais en ligne. Donc ouais, du coup on s'éloigne un peu du cadre de la scène en elle-même, mais ce contexte a été vraiment décisif dans ma perception de ladite scène, donc je pense que c'est important d'en parler. Donc FaZe est sorti en avril 2012 et a été presque universellement reconnu comme un chef-d'œuvre. Ça, c'est cool. Et en juin 2013, une suite à FaZe est annoncée. Ça aussi, c'est cool. Sauf que, un mois plus tard, le message suivant est posté sur le site de Polytron, l'entreprise cofondée par Phil. FaZe 2 est annulé. J'en ai fini. Je prends l'argent et je m'en vais. J'ai atteint ma limite. Ce n'est pas le résultat d'une chose en particulier, mais la fin d'une campagne longue et sanglante. Vous avez gagné. Ainsi, non seulement FaZe 2 a été annulé, mais Phil s'est carrément retiré de l'industrie du jeu vidéo. Ce message a été posté suite à une longue dispute entre Phil et Marcus Beer, un membre de l'équipe du site Game Trailers. Dispute qui a eu lieu après que Beer a traité Phil Fish et Jonathan Blow de hipsters et de branleurs, entre autres, pour les critiques qu'ils avaient formulées envers Microsoft et leur futur Xbox One. Alors, il est vrai que Phil a toujours été connu pour ses propos assez véhéments, voire même violents, envers l'industrie du jeu vidéo. Cela dit, est-ce que c'est une raison pour insulter de la sorte quelqu'un qui, visiblement, est très sensible et a déjà montré à plusieurs reprises qu'il prend très à cœur les critiques qu'on lui fait? Je vous laisse répondre à cette question par vous-même, après tout vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais il faut aussi savoir que ça ne s'est pas arrêté là. Suite à cette annonce, Phil a fait l'objet d'une vague d'insultes et de moqueries. Par exemple, beaucoup de monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il aurait soi-disant annulé FaZe 2 sur un coup de tête. Alors que non, il suffit de lire le communiqué. L'embrouille avec Marcus Beer n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, depuis, Phil est revenu sur sa décision. Il a en effet participé au développement de Super Hypercube, sorti en octobre 2016, mais il s'est fait assez discret à ce sujet, et on n'a pas eu de nouvelles de FaZe 2. Et donc pour revenir à Indie Game The Movie et à notre scène, je pense qu'elle ne m'aurait pas autant marqué si je n'avais pas été au courant de toute cette histoire. Parce que Phil parle de FaZe comme de l'œuvre de sa vie, comme de la dernière raison qui le pousse à vivre. Et le fait de connaître toute cette histoire avant de l'entendre dire ça et de voir les emmerdes qui lui arrivent au fil du documentaire n'a fait qu'intensifier l'empathie que je ressentais pour lui. Je me suis rendu compte que Phil n'était rien de plus que quelqu'un qui peut certes se montrer difficile à vivre, je ne le nie pas, mais sur qui le sort s'est acharné et que les internautes ont fini de tirer vers le fond. Et donc plus que de l'empathie, j'ai aussi ressenti de l'indignation. J'étais réellement sur le cul. Et pour conclure, j'ai décidé de vous parler de cette scène-là parce qu'elle m'a réellement coupé le souffle de par sa gravité et sa simplicité. Mais ça veut pas dire que c'est la seule scène marquante du film, bien au contraire. Et c'est pour ça que j'apprécie tant Indie Game The Movie, parce que c'est une véritable avalanche d'émotions en tout genre. Je défie chacun d'entre vous de ne pas avoir les larmes aux yeux en regardant le film, que ce soit devant la détresse évidente dans laquelle tombe Phil, le désarroi de Jonathan qui découvre que la majorité des gens qui ont joué à Braid n'ont pas compris tout ce qu'il a essayé de transmettre, ou encore l'émerveillement d'Edmund et Tommy qui voient le public découvrir le produit de leur dur labeur. Que vous soyez un joueur invétéré ou occasionnel, ou même si vous n'avez jamais tenu une manette entre vos mains, il est tout simplement impossible que vous ne soyez pas touché par le film. Certes, les personnes que l'on suit ne sont pas parfaites. Phil peut paraître antipathique, Tommy égoïste, Jonathan a parfois l'air de se donner un air supérieur, et Edmund... Ah non, en fait, y a rien à redire sur Edmund. Mais malgré leurs défauts, ces personnes sont avant tout profondément humaines. Et c'est pas tout, j'aime aussi vraiment la façon dont les réalisateurs et les protagonistes nous parlent du jeu vidéo. On nous montre que ce n'est pas qu'un simple divertissement dédié à un public de niche. On nous montre que le jeu vidéo peut être bien plus que ça. Il peut être, comme pour Tommy, un moyen de s'exprimer. Edmund, lui, y voit un moyen de communiquer avec les autres et d'interagir avec le monde. Pour Phil, c'est un moyen de trouver sa place dans le monde et de se trouver lui-même. Jonathan, enfin, voit le jeu vidéo comme un moyen de combattre ses défauts et ses faiblesses. Dans Indie Game The Movie, le jeu vidéo nous est montré comme un art, et il nous est montré de manière sincère, bienveillante et touchante. Et ce sont ces deux éléments qui font toute la force de ce documentaire. Donc je ne peux que vous conseiller de vous le procurer, si possible de manière légale, car je vous assure que vous ne passerez pas un mauvais moment en le regardant.
Allez, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, jouez aux jeux vidéo, créez des trucs et surtout, portez-vous bien. Ciao tout le monde.